Quel va être l'impact de l'IA et de l'IA générative en particulier sur les emplois, notamment en France? Un rapport de la Commission de l'intelligence artificielle remis au gouvernement le 14 mars 2024 et analysé en détail par Alain Goudet sur son blog permet de donner un début de réponse. Cet impact serait de 5%, un chiffre précis, ce qui paraît contre-intuitif par rapport à la révolution de l'IA générative que tous les gourous annoncent depuis un an. Ce chiffre est cité au sein d'une partie du rapport assez nuancée sur laquelle nous désirons revenir dans cette brève. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, impact de l'IA et de l'IA générative sur les emplois, entre catastrophisme et minimisation. Notre propre analyse, et là je cite le rapport, empirique, suggère un effet positif de l'IA sur l'emploi dans les entreprises qui adoptent l'IA, car celle-ci remplace des tâches et non des emplois. Dans 19 emplois sur 20, il existe des tâches que l'IA ne peut pas accomplir. Les emplois directement remplaçables par l'IA ne représenteraient donc que 5% des emplois d'un pays comme la France. Par ailleurs, la diffusion de l'IA va créer des emplois dans de nouveaux métiers, mais aussi dans d'anciens métiers. Au total, certains secteurs ou certains domaines pourraient connaître des baisses nettes d'emplois qui doivent être accompagnés par les pouvoirs publics, mais cela n'implique pas que l'IA aura un effet négatif sur l'emploi national en France. Extrait du rapport de la Commission de l'intelligence artificielle de mars 2024 à la page 41. Alors souvent, je discute avec de jeunes étudiants, principalement américains, sur le sujet de l'impact de l'IA générative sur les emplois et de leur orientation. Je sens souvent un peu de réticence, voire d'angoisse chez eux à une période où on se cherche beaucoup et où on n'est pas forcément toujours très fixé sur ce que l'on veut faire dans le futur. Or, le buzz autour de l'IA générative brouille encore la vision de ces étudiants en leur faisant sentir le poids d'une incertitude déjà difficile pour certains à digérer. Ces derniers temps, des rapports sont venus jeter de l'huile sur le feu, comme celui du FMI, dont voici un extrait. Je cite. Près de 40% de l'emploi mondial est exposé à l'IA. Les économies avancées étant plus à risque, mais aussi mieux préparées à exploiter les avantages de l'IA que les marchés émergents et les économies en développement. Dans les économies avancées, environ 60% des emplois sont exposés à l'IA, en raison de la prédominance des emplois axés sur les tâches cognitives. Une nouvelle mesure de la complémentarité potentielle de l'IA suggère que parmi ces emplois, je cite toujours le FMI, environ la moitié pourrait être affectée négativement par l'IA, tandis que le reste pourrait bénéficier d'une productivité accrue grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle. Rapport du FMI 2024 sur l'IA et impact sur les emplois et le futur du travail. On peut trembler. Le gouvernement britannique a sorti également son rapport sur ce sujet. Son approche est plus orientée sur les tâches et un peu plus nuancée, mais assez catastrophiste quand même. Les progrès de l'intelligence artificielle, je cite, sont susceptibles d'avoir un effet profond et généralisé sur l'économie et la société britannique, bien que la nature précise et la rapidité de cet effet soient incertaines. On estime que 10 à 30%, je cite toujours le rapport britannique, des emplois sont automatisables et que l'IA a le potentiel d'accroître la productivité et de créer de nouveaux emplois à haute valeur ajoutée dans l'économie britannique. Rapport de gov.uk sur l'impact de l'IA sur les emplois au Royaume-Uni. À noter toutefois cet encadré important dans ce rapport qui nous enjoint d'interpréter ces résultats avec prudence, pas quand même, il faut quand même prendre un petit peu de précaution. Le rapport français est beaucoup plus nuancé, fait référence à un grand nombre d'études intéressantes, à commencer par celle d'Antonin Bergeaud, un économiste de l'HEC, dont est tiré le fameux graphique qui avait attiré mon attention dans l'article d'Alain. Je le reproduis en dessous. L'approche du rapport français fait bien la distinction entre IA générative et IA tout court, et même automatisation au sens large et industriel. Une distinction qui paraît bien importante tant les amalgames sont nombreux qu'on finit par se demander si on est en train de mesurer l'impact de l'IA, laquelle, générative, machine learning, deep learning, réseau de neurones, etc., ou de l'informatique en général, à moins que ce soit de la robotisation, des usines, et j'en passe et des meilleurs. Bref,
L'IA est partout, et dans tout, et réciproquement. Et c'est comme ça qu'on arrive à générer des paniques dans le grand public, et notamment les étudiants qui cherchent à trouver leur voie dans le futur. Le rapport français est donc plus précis que les autres que j'ai pu lire en ce sens, qu'il fait bien la distinction entre l'IA générative et les autres. Il se préoccupe également de raisonner au niveau des tâches et pas seulement au niveau des métiers. Cette démarche a été également approchée par le gouvernement britannique. L'impact de l'IA sur les emplois, dans le rapport de Antonin Bergeaud, le travail de projection mathématique qu'il a réalisé est extrêmement savant et me passe complètement au-dessus de la tête. On y voit en haut à gauche de son schéma, que je reproduis dans l'article, en haut à gauche, les métiers de comptable et de télévendeur, des professions dont j'entends qu'elles vont disparaître depuis les années 80 pour les comptables et 90 pour les télévendeurs. Cela finira bien par arriver un jour, mais est-ce la faute de ChatGPT? On peut en douter et pas besoin de maîtriser les espaces vectoriels pour cela. Le rapport de la Commission de l'intelligence artificielle critique les approches antérieures en les renvoyant dos à dos et en précisant que finalement, il n'y a peut-être pas lieu de paniquer. Alors je cite à nouveau ce rapport. Cette approche par l'exposition des tâches à l'IA a l'avantage de permettre d'estimer des effets agrégés au niveau de l'économie dans son ensemble et de permettre des comparaisons entre pays. Toutefois, elle recèle plusieurs limites. Citons les deux principales. D'une part, c'est une approche statique. Les études s'appuient sur les tâches existantes et ne tiennent donc pas compte des tâches qui pourraient être créées par la suite du développement de l'IA. D'autre part, cette approche repose sur une estimation de la probabilité de remplacement par l'IA des différentes tâches, voire l'encadré qui est fourni dans le rapport. Bref, même en raisonnant par les tâches, on n'y arrive pas vraiment car cela revient à faire le tableau à l'huile d'un paysage depuis la fenêtre d'un train qui roule à 100 km/h et qu'en prime le peintre a oublié ses lunettes à la maison et qu'il émet donc des hypothèses pour savoir s'il devait mettre les vaches dans le pré de son tableau. Je continue la citation. Au total, le déploiement de l'IA dans l'économie devrait avoir un effet global positif sur le nombre d'emplois. Pouf, je suis rassuré. Les prévisions catastrophistes sur la fin du travail ne sont pas plus crédibles que les prévisions du même type faites par le passé. Rendons grâce à ce rapport, effectivement, de prononcer ce genre de phrase. D'autant plus que même l'approche par tâche représente une borne haute pour l'impact de l'IA, puisqu'elle fait l'hypothèse qu'il est rentable d'automatiser toutes les tâches automatisables. Or, cette hypothèse est loin d'être vraie aujourd'hui. La baisse du coût des systèmes d'IA ainsi que la possibilité de distribuer le même système d'IA à de très nombreux utilisateurs seront des facteurs clés pour déterminer l'impact de l'IA sur les tâches et les emplois. D'ailleurs, on peut se préparer à une guerre sanglante dans les prix quand les 350 systèmes d'IA générative vont finir par trouver leurs limites et surtout ne plus se développer. On va avoir droit à la braderie. En conclusion, si le résultat n'est pas négatif, c'est qu'il doit être positif, même s'il est sans doute aussi difficile de les montrer que l'inverse. Alors, 5% d'impact sur l'IA, sur l'emploi, pourquoi pas 5,2%? Quant aux 5% qui sont annoncés dans ce rapport, voire la citation plus haut, je suppose qu'il faut les prendre comme un ordre de grandeur, qui est d'ailleurs nuancé dans le rapport en précisant que ces 5% peuvent varier d'un métier à l'autre. Ce que j'en retiens, c'est que l'immense majorité, le chiffre de 95%, n'est probablement pas à prendre au pied de la lettre. Des métiers ne seront pas touchés par l'intelligence artificielle et surtout l'intelligence artificielle générative, ce qui ne nous choque pas et nous renvoie à notre travail sur les jobs de 2030 où nous montrions déjà la prévalence des métiers non automatisables, techniciens de surface et autres, dans les professions les plus recherchées. L'étude de la Commission de l'intelligence artificielle s'est penchée sur l'impact de l'adoption de l'intelligence depuis 2016, un effort remarquable et louable, même si on peut douter largement de sa représentativité, alors qu'en 2016, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle générative d'une part, et que d'autre part, l'adoption dans les entreprises était plus que parcellaire, à moins que, par l'intelligence artificielle, on remette la bonne vieille transformation numérique dans le paquet. Même les métiers apparemment faciles à automatiser, comme les métiers de la comptabilité, par exemple, si on nommait ces aspects les plus proches du conseil, sont sur la sellette depuis des années. Mais malgré les prévisions catastrophistes, y compris les nôtres, et là nous faisons amende honorable, il faut constater aujourd'hui que la profession de comptable reste parmi les plus demandées. Pourtant, tous les outils technologiques existent pour automatiser à la fois le travail et la transmission des données. Et désormais, les factures sont toutes dématérialisées ou presque. Pourtant, le travail reste manuel, qu'on le veuille ou non. Cocher les cases entre systèmes de réconciliation ou recopier des chiffres dans un journal grand livre, la différence tient surtout dans la baisse de technicité du métier. Idem pour la banque, dont on annonce depuis des années l'implosion. Là encore, il nous faut faire amende honorable. Et pourtant, les restructurations sont nombreuses et n'ont pas attendu Gemini et ses amis.
Mais voilà, les changements n'arrivent pas instantanément. L'économie n'est pas régie par les règles de la magie et les organisations humaines font de la résistance. Revenons enfin sur un métier qui nous a interpellés dans le graphique d'Antonin Bergeaud, celui du métier de secrétaire. Un métier déjà largement réformé depuis les années 90 et qui n'a cessé de se transformer au point de disparaître aux États-Unis. Elles ne sont qu'une fraction des employés qui ne représentent déjà que 19% des emplois en France, selon l'INSEE. Et pourtant, le poids de l'intelligence artificielle entre les années 80 et 99 était certainement très mineur, pour ne pas dire nul, ce qui n'est pas le cas des technologies de l'information classiques. Il faut donc nuancer ces prévisions, à commencer par celles du FMI. Et il faut reconnaître à ce rapport de la Commission de l'intelligence artificielle le mérite d'apporter des nuances intéressantes. En conclusion de ce bref article, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés sur l'impact de l'IA et encore moins de l'IA générative sur les emplois de demain. Certes, comme le font remarquer les auteurs du rapport, nous assistons déjà et assisterons demain à des effets d'aubaine pour licencier des personnes dans des métiers où les business models sont déjà mis en péril par les TIC, comme le journalisme. Mais assiste-t-on à une révolution de l'emploi ? Les auteurs du rapport ne nous en fournissent pas le signe. Et si 5% est un chiffre bien trop précis pour qu'il soit juste, il n'en est néanmoins que le signe d'une proportion mineure. L'avenir nous dira si ce chiffre ou celui du Fonds monétaire international était le bon, mais j'ai bien envie de pencher pour celui de la Commission de l'intelligence artificielle. Enfin, pour finir sur une note intellectuelle, citons Václav Smil dans son livre « Les chiffres ne mentent jamais, Numbers don't lie », qui n'a pas été traduit. Faire preuve de réalisme en matière d'innovation, c'est le titre d'un chapitre de Smil. Les sociétés modernes sont obsédées par l'innovation. Nous devons croire que l'innovation ouvrira toutes les portes imaginables. Une espérance de vie bien supérieure à 100 ans, la fusion de la conscience humaine et de la conscience de la machine, une énergie solaire essentiellement gratuite. Cette génuflexion sans esprit critique, c'est Smil qui parle, devant l'autel de l'innovation, est erronée à deux égards. Elle ignore les grandes quêtes fondamentales qui ont échoué après avoir dépensé des sommes considérables pour la recherche. Et ensuite, elle n'a pas grand-chose à dire sur les raisons pour lesquelles nous nous tenons si souvent à une pratique inférieure, alors que nous savons qu'il existe une voie d'action supérieure. C'est cette dernière phrase qui me paraît importante. Dans tous ces travaux de prévision théorique, on part toujours de l'impression que puisqu'une solution est bonne, on va l'appliquer. Même si cela paraît évident à première vue, ce que le terrain nous a appris tout au long de notre carrière et souvent à nos dépens, c'est que quand une solution est meilleure, surtout quand elle est meilleure, la résistance au changement n'en est que plus grande. Et ce sont rarement les solutions les plus évidentes et les plus rentables qui l'emportent, d'autant que les décisions humaines sont rarement rationnelles. Ainsi, à supposer que l'IA générative soit une réelle merveille de productivité, et nous nous permettons de remettre ce dogme en question, il serait faux de croire que le simple fait qu'elle existe en garantisse la mise en œuvre rapide et universelle. Là encore, il faudra accepter de donner du temps au temps. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.